Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce bouquin qui s'appelle L'amour et la guerre, répondre aux féministes de Julien Rochdy, aux éditions Hétairie. Alors si vous ne savez pas qui est Julien Rochdy, c'est un ancien cadre du Front National, en tout cas RN actuellement, et donc il a écrit ce bouquin, comme vous auriez pu vous en douter, pour répondre au féminisme. Alors, tout d'abord, dans ce bouquin, dans le prologue, Julien Rochdy explique qu'il y a un féminisme pratique qui est une forme d'humanisme et donc qui veut améliorer la condition des femmes au fil des générations. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a le féminisme idéologique qui parle à sa place. Ce féminisme idéologique considère que la nature n'existe pas et que les différences entre les hommes et les femmes sont artificielles. Selon elle, le patriarcat est illégitime et selon ces féministes gauchistes, le véritable amour existera dans l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Les femmes, selon ces féministes, les femmes, tous leurs problèmes viendraient des hommes non féministes ou qui ne sont pas déconstruits. Elles ont donc une vision biaisée et mensongère du monde. Il y a eu notamment en 2017 le phénomène de MeToo et Balance ton porc. Malheureusement, il y a eu des salopards qui ont fait des viols et vraiment ce sont des patrons, notamment de grosses entreprises qui sont vraiment des connards et qu'il faudrait les mettre derrière les barreaux. Mais malheureusement, les féministes gauchistes, elles ont commencé à considérer que tous les hommes étaient potentiellement des porcs. Et ça, c'est très grave parce que là, c'est comment dire, une condamnation abusive. Dire que tous les hommes sont des violeurs potentiels, c'est quand même très violent. Alors, il y a en 2010 Richard Apoinlipa, notamment qui est un psychologue dans l'université de Californie, donc c'est pas un droitard. Euh, il considéra, parce qu'il a fait une enquête, que les différences psychologiques entre les différents pays, populations, civilisations, ce sont les mêmes tendances psychologiques qu'il a pu constater. Et bizarrement, les différences, notamment du statut de la femme, est resté stable depuis 50 ans. Il le marque bien, en tout cas dans les sociétés occidentales. Ça veut dire que même si les femmes ont pu avoir plus de droits depuis 50 ans, euh, il y a, il y a eu une genre de stabilité au niveau du statut de la femme durant ces 50 dernières années. Alors, je sais pas trop ce qu'il voulait dire par là, mais bon, voilà. Les féministes gauchistes constatent euh, que, soi-disant, ce qui fait que nous sommes hommes ou femmes, c'est déjà à cause de l'éducation et notamment les tendances psychologiques dites sexuées, genrées. Et donc, ces différences psychologiques entre les hommes et les femmes, ce serait dû au patriarcat et à sa domination. Ces féministes gauchistes considèrent qu'en Occident, la société est toute puissante et qu'elle est mal intentionnée. L'individu postmoderne considère que être le produit d'autre chose est insupportable. C'est ça, c'est la liberté absolue, l'individualisme. Les féministes gauchistes considèrent que l'homme et la femme sont des catégories construites
Et pour s'émanciper de cette condition, il faut repousser la domination, enfin, la supposée domination selon ces féministes. Le postulat postmoderne est un postulat existentialiste, notamment de la liberté fondamentale de l'individu. Alors ces féministes gauchistes considèrent que Platon, Aristote, tous ces grands penseurs, qui pourtant ont inspiré la civilisation occidentale, considéraient que l'essence, donc la nature, était une clé de compréhension du monde. Les féministes nient le christianisme parce que déjà ces féministes gauchistes, j'ai de sacrés doutes qu'elles croient en Dieu, mais en plus, elles n'acceptent pas que la nature a été fixée par Dieu et que donc il y ait une place et donc des devoirs différents entre les hommes et les femmes. Et donc évidemment, bah, vous vous en doutez bien, les gauchistes nient aussi tout ce qui est bah, la science, les différences hommes-femmes, physiques, psychologiques, etc. Ce qui se passe, c'est que ces traditions gauchistes, enfin c'est quand même bizarre de dire tradition gauchiste, mais voilà, ça a commencé en Occident avec le siècle des Lumières. Euh, Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que c'est la philosophie constructiviste qui est retenue et est autorisée. Parce qu'on parle toujours de déconstruction, mais si déconstruction il faut qu'il y ait des reconstructions. Enfin, si reconstruction est possible, hein. Parce que des fois les changements sont trop graves et on ne sait plus reconstruire. Les féministes gauchistes, ben, sont des genres de marxistes, en tout cas leurs ancêtres des Lumières, parce que notamment Rousseau considérait que le mal viendrait du jour où il y a eu quelqu'un qui a voulu délimiter un périmètre à sa propriété. C'est un peu une forme de marxisme en fait, hein. Jean-Paul Sartre considère que l'homme est comme une feuille blanche. C'est un peu comme ce que Mao Zedong disait aussi. Puis il y a Simone de Beauvoir qui avait une citation choc. On ne naît pas femme, on le devient. Sous-entend que bah, c'est la société qui nous conçoit, en quelque sorte. On n'est pas femme biologiquement, selon elle. Et puis, ce qui est très triste aujourd'hui, c'est que les féministes gauchistes ont une vision très simpliste du monde et qui considèrent que lorsque une personne critique leur discours, elle est directement traitée de fasciste ou de nazi. Alors certes, les nationaux-socialistes se sont basés pour leur idéologie raciste sur le darwinisme social, mais cela ne veut pas dire pour autant que lorsqu'on admet qu'il y a des différences entre des hommes et des femmes, tous ces gens-là sont des nazis, parce que sinon ça ferait beaucoup de nazis. Le problème, c'est que les gauchistes sont toujours comme ça. C'est comme ce que Staline disait. Il considérait que lorsqu'on traitait quelqu'un de fasciste ou de nazi, même quand on perdrait un débat, cela nous permettrait en fait de le gagner. Voilà, c'est ce que tous les gauchistes font en fait. Parce qu'il n'y a pas que les nazis qui considèrent qu'il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Le féminisme gauchiste est une forme d'obscurantisme. C'est ça qui est bizarre, c'est que
se considèrent comme obscurantistes, mais bon, après, vous voyez, on est pour la laïcité, hein, voilà, enfin, vous voyez. Et le pire, c'est que ces femmes féministes se basent sur des expériences complètement fausses des années 70. Et il y a eu notamment Margaret Mead, qui était une anthropologue, qui a réalisé un travail sur les Samoans. Et ça a inspiré Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Alors, c'était soi-disant une société égalitaire, pacifiée. Le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'elle n'a rencontré les Samoans qu'à de rares occasions. Et ces mêmes anthropologues qui retournèrent là-bas et constatèrent que c'était pas du tout une société pacifique, ni c'était une société même très hiérarchisée. Donc, il y a quand même beaucoup de gauchistes qui sont des mythomanes compulsifs, hein. Puis ensuite, il y a un certain Shulamit Firestone qui considère que ce n'est pas le patriarcat d'origine culturelle des féministes gauchistes, mais c'est la fonction reproductrice féminine qui fait le statut de la femme. Aujourd'hui, la, la thèse dite de l'évolution est devenue incontournable, qu'on le veuille ou non. Il y a notamment des gauchistes qui, parce qu'on parle souvent, oui, les gauchistes, mais il faut aussi voir un peu comme le coût de l'immigration, mais c'est quoi alors le coût du féminisme gauchiste? Parce qu'il y a eu notamment la médecine qui a de plus en plus moyen de comprendre et soigner certains cancers. Médicament qui s'appelle le Tirilazade, et donc qui avait fait passer la mortalité masculine avec les cancers de 53 à 0%, et donc la mortalité féminine de 37 à 32%. Donc ce médicament fonctionnait plus sur les hommes que sur les femmes, et il considérait qu'il ne fallait pas le mettre sur le marché, même si, bon, ça a pu un peu fonctionner chez les femmes, parce que cela ne fonctionnait pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Donc c'est vraiment de la folie. Là, en fait, les féministes gauchistes sont indirectement, voire directement, liés à potentiellement des millions de morts à cause des cancers. Les gauchistes, il faut toujours les mettre face à leurs responsabilités. C'est ça ce qui est très important. Il faut qu'ils arrêtent avec leur supériorité, soi-disant leur supériorité morale, parce que ils disent aussi énormément de couillonnades. Alors, lorsqu'on regarde le Moyen Âge, alors c'est le Moyen Âge, qu'est-ce que je raconte? Lorsqu'on regarde la préhistoire, on se rend compte que la nature de cette époque, c'était pas la nature de Central Park, et que donc, les hommes comme les femmes voulaient transmettre leurs gènes par la reproduction. Et c'est une vérité qui a disparu du féminisme actuel. Aujourd'hui, à la différence de la préhistoire, à l'époque, il y avait pas, il y avait des accomplissements individuels. Enfin, à l'époque, c'était pas les accomplissements individuels parce que les gens chassaient par exemple des mammouths en groupe. Aujourd'hui, c'est plus l'accomplissement individuel, notamment au travail, même si bon, chez les gauchistes, c'est un peu compliqué, et au loisir. À cette époque, les êtres humains étaient constamment constitués de groupes de chasseurs-cueilleurs.
Et donc, lorsqu'on compare notamment les 300 000 ans où ils ont été chasseurs-cueilleurs, cela fait quand même pas le figure par rapport aux 10 000 ans de sédentarisation. À l'époque, dans ces sociétés très compliquées, il fallait survivre et procréer. Et donc, les êtres humains, ils ont dû s'organiser avec les nécessités de leur environnement. Parce que l'environnement était très dur. Et puis, parce qu'en fait, que les féministes disent toujours, oui, vous voyez, la domination patriarcale a été là à toutes les époques. Mais non, non, c'est à cause de leur environnement que il y a eu certains rôles qui ont été plus attribués à l'homme et plus à la femme. C'est pas à cause du patriarcat, hein. Euh, et c'est le mécanisme de l'évolution qui transforme les individus comme les hommes, comme les femmes, au fil des générations. Et la preuve, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui se trouvent dans nos corps qui ne servent à plus à rien depuis bien longtemps. Et ces différences physiques que les féministes gauchistes nient, en fait, elles sont apparues pour avoir une complémentarité reproductive. Notre corps préhistorique, bah, il est un peu en contradiction avec le monde moderne. Il a encore ses exigences. Les féministes considèrent que le cerveau est totalement détaché du corps, entre guillemets, voilà. C'est-à-dire que l'esprit est détaché du physique. Il y a par exemple à cette époque, évidemment, les différences biologiques impliquaient souvent, enfin, une organisation différente de la société. Il y avait par exemple les organisations sexuelles qui pouvaient alors déboucher sur des régimes matrimoniaux. Alors, quand je parlais que les hommes, notamment préhistoriques, les femmes préhistoriques ont donc évolué, mais que leur corps n'a pas tellement changé que ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a seulement que 10 000 ans depuis la sédentarisation. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de violence. Alors, il y a des extra-européens, mais la violence vient aussi des hommes qui, voilà, à l'époque, ils allaient chasser. Des fois, certains hommes bah, se battaient pour la femme. Euh, et donc, ce qui se passait, c'est que c'est pour ça que il y a potentiellement plus d'hommes farouches, plus d'hommes agressifs aujourd'hui. Alors, en France, la psychologie évolutionniste, comme on a pu brièvement, enfin brièvement, on a pu quand même en parler précédemment, la psychologie évolutionniste est considérée avec le plus grand mépris en France. En 1975, il y a un certain Edward O. Wilson qui publia Sociobiologie. Et puis évidemment, ça, ça a énervé les gens qui étaient pour la French Theory. Et ce mec-là s'est fait agresser par la gauche, mais comme d'habitude en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un obscurantisme. Il n'accepte pas des genres de dogmes, mais il n'accepte pas qu'il se fasse critiquer. Mais heureusement, après
que ce monsieur était en quelque sorte martyr de la psychologie évolutionniste, ben, il y a eu des gens qui ont essayé de continuer ce mouvement de la psychologie évolutionniste. Et donc, ils ont pu conclure, notamment, ce sont des hypothèses, mais l'essence du principe de l'évolution serait la variabilité. Et donc, ces groupes de chasseurs-cueilleurs qu'on avait parlé précédemment, ils auraient vécu de façon diverse et non pas standardisée. Et donc, évidemment, lorsque j'ai parlé des régimes matrimoniaux précédemment, évidemment, les femmes tombent enceintes, les hommes non. Et donc, évidemment, les comportements vont avec ces différences. Alors, il y a Pascal Pic, qui est paléoanthropologue, qui disait que les sociétés préhistoriques étaient majoritairement patrilocales. Et donc, cela voulait dire que les hommes restaient dans leur groupe de naissance et que les femmes semblaient aussi changer de groupe. Il y avait certes des sociétés plutôt matriarcales, mais on en trouvait très peu dans la préhistoire et l'histoire. Il y a une certaine féministe gauchiste qui disait Gottner Abendroth, qui considère que certes il y a eu des sociétés matriarcales, égalitaires, originelles, mais qu'elles auraient été colonisées par les sociétés patriarcales. Et donc, elle a en quelque sorte involontairement considéré qu'il y a une faiblesse des sociétés matriarcales. Aujourd'hui, nous avons une théorie chez les gauchistes qui s'appelle en quelque sorte le bonobo ex machina. Alors vous connaissez Deus ex machina, ça veut dire que lorsque dans une histoire, il y a un élément comme ça qui arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est ça le Deus ex machina. Mais ça c'est à peu près la même chose avec le bonobo ex machina. Ça veut dire que selon ces féministes gauchistes, qui considèrent, c'est ça qu'on ne comprend plus rien, c'est que d'un côté, ces féministes gauchistes considèrent que les théories de Darwin et que l'évolution, c'est du pipeau, mais par contre, quand ça va dans leur sens avec les bonobos, qui considèrent que finalement le patriarcat, il n'était pas inévitable, et que donc les bonobos étaient pacifiques, libérales même, ce qui est complètement anachronique, hein, mais bon, voilà. Mais sauf que les êtres humains sont très différents des bonobos et que les hommes, à la différence des bonobos, ils ont vécu de leur propre manière. Et que notre cerveau, à la différence des macaques, il est plastique et donc il s'adapte aux phénomènes sociaux. Et donc, nous avons remplacé le réflexe par la réflexion. Et donc, le social serait indépassable chez l'être humain. Et donc, le savoir se serait transmis par d'autres moyens, plutôt par l'apprentissage, même si ça se faisait aussi par les gènes. Et les féministes gauchistes, avec la plasticité du cerveau, disent que oui, vous voyez, cet apprentissage culturel, oui, mais la plasticité du cerveau est située dans le cortex. Sauf que les différents compartiments de notre cerveau ben, sont dimorphiques et donc
diffèrent entre les hommes et les femmes. Il y a certains chercheurs comme James Cole qui considèrent, qui affirment même, que certains phéromones auraient une réelle efficacité. Et donc, qui induiraient ces mêmes phéromones des réponses non apprises chez d'autres membres de la même espèce. Et donc, il se pourrait aussi que certaines connaissances viendraient pas d'ordre culturel, mais d'ordre génétique. Par exemple, les hommes seraient, avec ces phéromones, plus présents lors des périodes de fertilité. Alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a que 1,5% de différence entre les hommes et les femmes, mais il y a 30 à 40% de nos gènes qui s'expriment différemment. Chez les hommes, il y a notamment une maturation plus lente, il y a une plus grande vulnérabilité de l'enfant mâle, il y a généralement à la naissance plus de, de, d'enfants garçons que d'enfants filles, et puis au fil du temps, les garçons ont tendance à mourir davantage que les filles, notamment avant l'âge adulte. Les hommes sont plus grands, plus lourds, plus forts musculairement, et les hommes ont plus de force, notamment dans la saisie. Et les hommes, notamment, développent des cœurs et des poumons plus gros. Le visage des garçons se transforme beaucoup plus que celui des filles, et la femme prend plus de graisse durant cette période. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, les femmes, les femmes, les hommes auraient une capacité de résistance à la douleur plus forte que celle des femmes. Il y a, parce que là on a parlé du physique, mais il y a aussi dans les différences comportementales qui peuvent déjà se déceler à un très jeune âge et de façon universelle. Par exemple, les filles ont une meilleure distinction des visages et peuvent les retenir plus facilement. Et ce serait quand même assez dingue que le patriarcat déjà soit déjà là pour expliquer, voilà, aux petites filles comment la société fonctionne. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Et donc les filles ont plus de contact oculaire. Et plus la testostérone avait été forte dans le ventre de la mère, donc si la fille était en contact avec cette testostérone, et moins il y avait de contact oculaire. Les filles exprimaient plus d'empathie, les filles prennent moins de risques, les garçons cherchent plus à explorer l'environnement, les garçons sont plus intéressés par les objets, les filles par les personnes, et les filles se montreraient plus égalitaires, notamment dans les jeux à plusieurs et dans le partage. C'est peut-être pour ça que peut-être que les femmes votent plus à gauche que les hommes. Notamment, il y a pu avoir des filles qui ont pu avoir ce qu'ils appellent une CAH, Congenital Adrenal Hyperplasia. Alors c'est un mot très compliqué pour dire que c'est lorsqu'il y a eu, comme j'ai pu en parler précédemment, des hormones qui ont pu modifier
en quelque sorte la psyché dans le ventre de la mère de la fille. La psyché, c'est la psychologie. Et donc, ces filles-là auraient donc des métiers plus masculins et pratiqueraient aussi des sports plus masculins. Ce sont nos hormones qui font que les comportements, qu'il y a des comportements différenciés entre les hommes et les femmes. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, oui, mais vous voyez, il y a plus d'hommes qui sont directeurs d'entreprise ou je sais pas quoi. Mais en fait, il y a chez les hommes, certes, plus de garçons avec des QI élevés, mais aussi plus de garçons au niveau de QI très bas. Évidemment, ceux avec le QI très bas, on les voit pas. C'est plus ceux avec le QI haut qu'on les voit. Et donc, il y aurait beaucoup plus d'imbéciles chez les garçons, mais aussi plus de génies. Et donc, le pire, c'est qu'aujourd'hui, on nous réduit à un animal, qu'on est enfermé dans un enclos. La violence viendrait de 40% d'héritabilité. Alors, lorsqu'il parle de patriarcat, les, les garçons, parce que là, on parlait d'animaux qui sont dans notre corps, mais les garçons ont un moyen de contrôler leurs pulsions violentes, notamment par le sport. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'en considérant que les hommes et les femmes, c'est la même chose, les féministes gauchistes, bah, enfin, je veux dire, le problème, c'est que ces hommes, les hommes alors, au lieu de se dire, oui, mais c'est dans ma nature, je ne peux pas le changer, mais par contre, je peux faire du sport, je peux peut-être aller voir un psy, j'en sais rien. Alors le problème, c'est que ces hommes vont dire, oui, mais c'est le patriarcat, vous voyez. Ils vont en fait remettre la cause sur d'autres personnes, ce qui est très grave. Connaître sa nature permet de mieux la maîtriser. Ces mêmes féministes gauchistes, ces mêmes gauchistes qui nous parlent toujours de sauver l'écologie, mais ils veulent anéantir l'écologie en nous, ce qui est quand même assez dingue. Il y a une théorie chez les gauchistes qui s'appelle la guillotine de Hume, qui considère que ce qui est doit disparaître. Le problème, c'est que ces féministes gauchistes, en détruisant la nature en nous, on se détruit soi-même en fait. Nous ne devenons pas libres, mais schizophrènes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gauchistes divisent la société et donc l'on régresse et donc l'on diffame la société. Le patriarcat, littéralement, signifie le pouvoir des hommes. Et selon certaines féministes, le, cette force que les hommes ont s'expliquerait par le fait que, soi-disant, les hommes se seraient réservés toutes les protéines pour eux. Bien au contraire, le dimorphisme entre les hommes et les femmes n'a cessé de baisser au fil des générations. C'est un peu cette histoire de féminisme gauchiste, c'est une forme de marxisme.
Il y a les dominants et les dominés, en fait. Alors, certaines féministes, malheureusement, considèrent que les femmes sont meilleures qu'eux, au lieu de dire oui, mais il faudrait que les hommes et les femmes soient complémentaires. Alors, là, il y a Julien Rochdy qui parle de l'exemple de Chloé, qui est une étudiante féministe à la Sorbonne, donc une gauchiste, qui est propulsée à la préhistoire, notamment au Paléolithique. Et donc, elle considère que, bah oui, il y a une division propre du travail dans ces sociétés primitives. Il y a aussi, mais par la suite, malheureusement, mais les hommes vont commencer à être obsédés par le contrôle des ressources, ce qui va conduire à la politique puis l'économie. Ce qui va se passer, c'est que, à force que la population augmente, c'est que les hommes vont rentrer de plus en plus en concurrence, ce qui va faire que les hommes deviennent de plus en plus violents. Il y a notamment aujourd'hui et à l'époque, hein, il y aurait eu des boys clubs, ça veut dire voilà des groupes avec des hommes avec des qualités viriles, des sociétés de chasse. Chloé voit qu'il y a des sociétés matriarcales, comme on a pu en parler précédemment, dans lesquelles il y avait une promiscuité sexuelle totale, les femmes avaient tout le pouvoir, mais Chloé ne voulait pas rejoindre ces sociétés, qui pourtant représentaient bien son idéal du féminisme, hein, parce qu'elles étaient plus fragiles. Le problème, c'est que si les hommes n'avaient pas choisi les femmes, si les femmes avaient choisi les hommes, il y aurait eu une forme de dysgénisme qui aurait conduit à la fin de l'espèce humaine. En fait, ce sont les femmes qui ont eu un rôle fondamental dans l'humanité. Elles ont posé les jalons qui ont permis le patriarcat. Il y a eu notamment, avec le néolithique, le travail de la terre, et donc, bah, les gens ont dû faire plus d'enfants pour travailler la terre. Le pouvoir, notamment, c'était à l'époque du néolithique récupérer des ressources, et ceux qui avaient tout le pouvoir ben, pouvaient avoir des femmes et fonder des foyers. À l'époque, c'est peut-être pour ça qu'il y avait plus de violence, les guerriers étaient au-dessus du paysan. La nature du pouvoir était originellement virile. Les hommes n'ont rien volé, c'est la nature c'est le principe primordial de la nature qui leur avait tendu ce pouvoir. C'est leur biologie qui a fait qu'ils se montraient plus virils. Et c'est pour ça que depuis de très nombreux siècles, il y a des compagnies de soldats, comme on a pu parler avec les Boys Club. Les femmes, lorsqu'elles sont au pouvoir, ou qu'elles ont beaucoup d'influence au niveau du pouvoir, elles sont moins violentes. Enfin, elles sont tout aussi violentes, les femmes, que les hommes, mais
l'agression brutale n'est pas leur spécialité. Les femmes n'ont pas envie d'avoir un pouvoir viril, mais elles ont d'autres moyens plus intelligents pour l'obtenir. C'est pour ça que les femmes, comme j'ai pu le dire précédemment, ont pu régner, ont pu avoir une influence très forte sur leur mari. C'est pour ça qu'on dit toujours que derrière un homme politique, il y a une femme. La femme a donc gagné en autonomie. C'est ce qui se passe aujourd'hui parce que là, c'est ce que je parlais à l'époque. Parce que les femmes disent toujours, enfin les féministes gauchistes disent toujours, oui, mais voilà, on a gagné en autonomie, c'est génial. Certes, c'est un progrès, mais est-ce qu'elles ont vraiment gagné en puissance? Parce qu'à l'époque du Moyen Âge, par exemple, on parle par exemple, voilà, de Jeanne la Flamme, de Jeanne d'Arc. Il y avait aussi des femmes comme Cléopâtre, Catherine II de Russie. Voilà, c'est quand même des femmes fortes. Hein, c'est donc voilà. Mais l'autonomie n'est pas le pouvoir. Ce qui est assez bizarre, c'est que le postulat féministe qui explique qu'il y a toujours eu une soumission historique des femmes, ce sont les mêmes arguments que les misogynes. Ça veut dire les deux, que ce soit les féministes gauchistes ou les misogynes, ont toujours l'argument qu'on ne voit pas les femmes au premier poste. C'est ça, ils ont ces deux pôles opposés ont le même argument, sauf qu'ils ont un autre ton. Mais la grande question, c'est que de quelle femme parle-t-on lorsqu'on parle de femme qui s'est soumise? De quel type de femme parle-t-on? Alors, notamment, souvent, il y a dans la tête des gens le symbole du corset. On aurait pu se dire que c'était un moyen pour les hommes de soumettre les femmes, mais en fait, c'était bien au contraire. Cela ne dérangeait pas tellement, notamment les, les crétoises à l'époque, qui étaient un instrument de beauté, mettant notamment, quand je parlais du corset, mettant en valeur leur poitrine et leur hanche généreuse. Et parce que les féministes gauchistes sont malhonnêtes, parce qu'à l'époque, le corset féminin avait un équivalent masculin dans les vestes militaires, notamment, et ce qu'on appelle le corset, les robes notamment, au XVIIIe siècle ne pesaient que 400 grammes. Lorsque notamment les féministes gauchistes se plaignent du passé, elles ont souvent, elles prennent souvent pour exemple le XIXe siècle. Elles résument tout au XIXe siècle, en tout cas à la deuxième partie du XIXe siècle. C'est vrai que la femme a perdu beaucoup de prestige au XIXe siècle, mais aussi la richesse humaine, elle s'appauvrit beaucoup. Mais quand on parle de femmes soumises au XIXe siècle, c'était surtout au niveau de la bourgeoisie. Parce que notamment, il y a eu les petits commerces dans le centre-ville et les couples se partageaient les tâches. Parce qu'en fait, les paysans qui ont été en quelque sorte déportés dans les villes,
ben, ils ont fait la même chose au niveau de la paysannerie que au niveau du commerce. Je veux dire qu'il y avait une division du travail, une division des tâches ménagères. Et elles ont tendance aussi à oublier que la gente féminine domine tout le siècle à partir de la mort de Louis XIV. Ça veut dire en gros que la condition des femmes a évolué par rapport aux époques. Ça veut dire que des fois les femmes avaient moins de droits, des fois les femmes avaient plus de droits. Lorsqu'on parle de l'égyptologie, des femmes égyptiennes, avec Cléopâtre, comme j'ai pu en parler, et dans ces sociétés égyptiennes, dans les contrats de mariage, les femmes, enfin les hommes, devaient promettre de se soumettre à la puissance de leurs femmes. À Sparte, les femmes dirigeaient littéralement la cité. Alors, au Moyen Âge, il y avait Aliénor d'Aquitaine, qui était une femme libre, forte et puissante. À la Renaissance, notamment au niveau des gens du peuple, tout le monde pouvait se marier avec qui il voulait, notamment quand on parle de l'Italie et de l'Allemagne. Par contre, dans les grandes familles, dans la bourgeoisie et la noblesse, il y avait des contraintes maritales, mais c'était surtout pour des, pour des intérêts. Parce qu'en fait, on parle dans la noblesse, parce qu'en fait, les gauchistes féministes parlent souvent que dans la noblesse, les femmes devaient se marier à tel mari qu'elles ne voulaient pas, mais souvent, ben, c'est pas que c'est souvent, c'est tout le temps, les maris aussi devaient accepter des fois des femmes qu'ils ne voulaient pas. Les femmes, en tout cas qui ne sont pas féministes, devraient faire valoir ce qu'elles furent de par le passé, plutôt que de pleurer sur leur malheur supposé infini. Le vrai féminisme serait plutôt de leur rappeler. Il y a notamment Camille Froidevaux-Métairie qui considère que l'individu générique est un idéal à atteindre pour l'humanité. Le féminisme idéologique aujourd'hui considère que la masculinité est toxique et que l'identité sexuelle est une idée. Certes, les pénis existent, mais le sexe masculin non. Alors, il y a une certaine Olivia Gazalet qui, qui est une féministe, qui plaint les hommes. Ça, c'est quand même rare. Hein. Qui considère que être un homme, c'est aussi avoir de très lourdes responsabilités à porter. Que la masculinité était tout aussi oppressive pour les hommes que pour les femmes. Et les féministes gauchistes, parce qu'on dit soi-disant, enfin les féministes gauchistes disent toujours que ce serait l'extrême droite qui aurait entre guillemets le monopole du conspirationnisme. Ben finalement les féministes gauchistes aussi sont conspirationnistes parce qu'elles considèrent que les hommes se seraient un jour réunis pour euh, pour décider qu'ils allaient régner sur les femmes.
ce qui est complètement délirant, cette théorie. Et il faut pas oublier que, que dans une société qui n'est pas virile, comme certaines civilisations humaines, mais elles s'étaient donc retrouvées incapables de se défendre, et donc elles furent attaquées et elles ont disparu. À cette époque-là, à la différence d'aujourd'hui, les hommes, la société leur demandait d'être forts, entraînés, dominateurs, et même enclins au sacrifice de leur propre vie. Et que donc, pour le sacrifice rendu à la communauté, ils allaient alors avoir les premières places. Aujourd'hui, avec l'homme déconstruit, nous avons un surmoi féministe et féminisé. Le problème, c'est que l'ancien surmoi ayant disparu, le deuxième surmoi féministe et féminisé est factice et ne fera pas long feu. L'homme se retrouvant sans surmoi, le problème c'est que ce sera très grave le jour, parce que s'il n'y a plus de surmoi, les hommes vont redevenir des barbares. Les Grecs, comme les Romains, considéraient que le caractère de la masculinité se trouvait à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme. À cette époque-là, notamment à Rome, le but de l'homme dit générique, c'était de devenir un homme véritable. C'est là d'où vient le terme de viril. Le terme viril vient du latin verus vir. La masculinité est quelque chose qui se polie. Notamment Denis de Rougemont dit à ce propos que notamment que la chevalerie s'est donné du style à l'instinct. Alors, il y a différents postulats du féminisme qu'il faut analyser. L'un des postulats du féminisme est de dire que la femme est une création de l'homme. Ça veut dire que la féminité serait une construction du patriarcat. On considère, en tout cas que ça soit avant ou maintenant, que les garçons qui n'ont pas été élevés par leur mère avaient des déficits de comportement comparés à ceux qui ont été élevés par leur mère. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi les femmes n'ont pas profité du fait que le papa n'était pas là pour essayer de parler à ces garçons du patriarcat et de son caractère oppressif. On pourrait se le demander quand même. Aujourd'hui, en Occident, nous avons 3 fois moins d'ancêtres masculins que de féminins. Parce que l'homme se battait et mourait à la guerre. Et donc la femme avait en quelque sorte une immortalité génétique parce qu'elle pouvait s'occuper beaucoup plus de son enfant que l'homme. Il y a Stoltenberg, qui est une féministe gauchiste, qui a fait un aveu, qui a considéré que les,
que les violeurs sont ceux qui ont un déficit de masculinité. C'est pour cela que depuis des générations, les femmes ont pétri des hommes masculins, tout simplement pour éviter ces sous-hommes de violeurs, ces connards de violeurs. C'est pour cela qu'il est très probable qu'avec le manque de masculinité aujourd'hui, il y ait autant de violeurs qui malheureusement deviennent de plus en plus nombreux. Nous avons notamment le passage du paléolithique au néolithique qui nous est raconté dans la Genèse. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vivent en harmonie. Et les femmes, notamment à l'époque du néolithique, s'occupaient de l'outillage. Les femmes, notamment préhistoriques, voulaient, avec les outils, récompenser les hommes les plus efficaces, notamment les plus experts et les plus ingénieux à la chasse. Et c'était donc une prime de la connaissance dans les sociétés primitives. Contrairement à ce que beaucoup de féministes gauchistes nient, les femmes ont toujours travaillé. À toutes les époques, dans toutes sortes d'emplois, en ville. On peut par exemple prendre l'exemple de la femme paysanne qui, qui a toujours travaillé, même dans les fêtes de village qu'elle animait. On remarque que la liberté et que l'histoire des femmes et leur bien-être suivent la condition des hommes. Parce que les féministes gauchistes nous parlent des codes genrés. Mais même, même elles n'arrivent pas totalement à dépasser les codes genrés. Et alors elles accusent la société d'être à l'œuvre. En 1977, le docteur Dorothy Tenove créa le concept de l'imérence. C'est lorsque le désir est incandescent dans un couple, celui-ci dure environ 30 mois, et c'est surtout lorsque c'est pour motiver l'homme et la femme à procréer, et c'est pour tenir le temps d'une grossesse lorsque la femme est fragile. Il y a notamment, durant cette période, dans cette période de l'imérence entre l'homme et la femme, l'ocytocine qui est sécrétée, qui permet de s'attacher plus fortement à l'autre. Et l'ocytocine serait aussi présent naturellement dans le lait maternel. Nous avons notamment dans les sociétés polygames des différences biologiques par rapport à nos sociétés. Car les, les testicules des hommes sont plus petites car le mâle dominant est sûr d'être le seul amant. Tandis, parce que là, lorsque je parlais des espèces polygames, là je parlais des singes, des gorilles par exemple, mais en tout cas chez l'être humain, les, les testicules suggèrent une forme de monogamie puisqu'elles ne sont elles
elles ne sont ni trop petites ni trop grandes. Elles sont moyennes. Et donc, les hommes et les femmes sont faits pour s'aimer à deux. Certains idéologues gauchistes considèrent que pour abattre la société patriarcale, il faut devenir homosexuel, comme si être homosexuel était la conséquence d'un choix. L'homosexualité pourrait venir de la branche maternelle, et notamment aux gènes associés à la région du chromosome X. Pourtant, il n'est pas prouvé pour l'instant que l'homosexualité soit totalement causée par un déficit, notamment à l'exposition masculine avant la naissance. Aujourd'hui, notamment, les femmes, en s'accaparant l'attention des hommes, et en fait, à toutes les époques, les hommes vont donner moins de ressources aux autres femmes et moins les protéger, ce qui va faire qu'il y a un danger pour la communauté. Mais ça, c'était avant, dans les sociétés préhistoriques. À l'époque, ce que on appelle aujourd'hui le slut shaming, ça veut dire que toutes les femmes qui sont faciles étaient condamnées parce qu'elles pouvaient mettre à mal la société. Et dans les sociétés primitives, c'était pas le patriarcat ou je sais pas quoi, c'était les femmes qui faisaient ce slut shaming. Il y a notamment l'histoire de la chasse aux sorcières au XVIe siècle et que beaucoup de féministes gauchistes considèrent qu'elles accusent le patriarcat de ce féminicide. À cette époque, les, ces sorcières étaient des jeunes femmes plutôt attrayantes et qui avaient une sexualité très libre. Et elles avaient notamment, alors évidemment en tant que chrétien, je condamne la sorcellerie, mais je veux dire à l'époque, elles concoctaient des filtres d'amour, enfin ce qu'ils considéraient comme des filtres d'amour, et ces mêmes féministes qui disent qu'on ne peut plus aimer, bah, c'est quand même un peu contradictoire. C'est un peu schizophrène de prendre pour exemple les sorcières qui concoctaient des filtres d'amour, étant donné que ces mêmes féministes gauchistes aujourd'hui ne veulent plus de l'amour. Et les femmes étaient aussi très chrétiennes à l'époque et auraient peut-être pu avoir une jalousie, qui sait, entre les femmes chrétiennes et les sorcières. Parce que c'est possible qu'il y ait des sorcières qui aient peut-être dragué des hommes chrétiens. Il y a notamment aujourd'hui le body positive ou fat shaming. Il y a un code esthétique subjectif et on dit toujours que c'est le patriarcat qui juge plus le corps des femmes que des hommes. C'est ça le body positive ou le fat shaming. Pourtant, les femmes jugées moins jolies sont regardées moins longtemps par les bébés. Et comme j'ai pu l'expliquer précédemment, c'est impossible que le patriarcat a expliqué au bébé ce qu'est la société. Ce n'est pas possible.
Il y a aussi notamment le fait que les hommes, lorsqu'ils rencontrent une très belle femme, activent la zone du plaisir du cerveau. Et donc, ce n'est pas lié à la culture, mais à la biologie, tout comme aussi la symétrie qui serait difficilement réductible à la culture. L'amour serait un moyen de manipulation féminine pour obliger l'homme à lui rendre des services à la femme pendant les moments où elle serait la plus vulnérable. À l'époque notamment du XIIe siècle, c'était le siècle de l'amour courtois, et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est ce siècle en Occident notamment où les femmes avec cet amour, avec ce pouvoir de l'amour, avaient, avaient eu, enfin il y a eu leur règne en fait. Certes, les femmes aimaient leur mari, mais mais d'un autre côté, les hommes leur devaient une obéissance absolue. Le règne des femmes coïncide avec l'amour. Et plus l'amour est mis de côté, et plus et donc moins ça devient le règne des femmes, et donc ce sentiment est mis pour d'autres priorités. Les des filles devenaient nonnes, souvent de façon volontaire, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent nous faire croire aujourd'hui. Ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'on pourrait quand même se dire, c'est quand même dingue qu'une idéologie qui enlève le pouvoir de l'amour, qui faisait la toute-puissance des femmes, ben, normalement, les femmes ne devraient pas soutenir cette idéologie gauchiste, parce qu'en en leur enlevant l'amour, elle leur enlève du pouvoir. Il y a notamment aujourd'hui ces féministes gauchistes qui parlent de l'androgynie, que les hommes d'apparence féminine euh, attireraient plus les femmes et que, au contraire, les femmes au physique d'homme plairaient. Mais il y a un exemple très concret qu'on peut dire, c'est que lorsqu'il y a une femme féminine ou un homme masculin qui rentre dans un groupe de gauchistes, bah, cet homme masculin ou cette femme féminine bah, fait tourner le groupe, fait tourner la tête du groupe. C'est pour ça que lorsque j'avais parlé de notre côté animal, je veux dire par là que notre animal intérieur veut l'autre sexe, mais véritablement l'autre sexe, pas une forme d'androgynie. Aujourd'hui, les féministes gauchistes considèrent que l'homme doit le plus possible mépriser tous ses attributs physiques et mentaux avec le masculin viril, car il serait toxique. Et les femmes, elles devraient, selon ces féministes gauchistes, négliger leurs attributs physiques et donc ben, de se faire moche et tout le bazar, parce que se faire belle serait un outil du patriarcat d'oppression. C'est cette absence de masculinité
des hommes dans la société qui conduit aussi peut-être à cet ennui. Il y a certains hommes qui refusent toute masculinité, et donc ces hommes-là, ben, en quelque sorte, ils vont devenir moins bien que des femmes. Et voilà, et dans le sens où ils ne vont, et moins que des hommes aussi. Et donc, ils ne vont plus attirer personne, ces hommes qui auront refusé toute leur masculinité, ce qui va donc mener à des frustrations et donc à des pervers, des harceleurs et des violeurs, notamment chez les progressistes. Alors ça, c'est quand même dingue. C'est ces gens-là qui nous font toujours la morale, et c'est là où il y aurait le plus de violeurs. On pourrait se demander si ce n'est pas le manque cruel de patriarcat qui serait la cause du féminisme actuel. Le patriarcat n'a jamais reçu autant d'attaques et n'a jamais été aussi faible de son histoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ont abdiqué tous leurs idéaux et leurs devoirs et responsabilités au profit de jouir de tout leur, en quelque sorte, prérogatives que leurs ancêtres avaient acquis pendant des générations. Les féministes gauchistes aujourd'hui ont notamment eu des pères défaillants, même certains des copains méprisables, ou même des rencontres malheureuses. Donc ce sont des femmes malheureuses qui veulent rendre les femmes heureuses mais malheureuses. Les féministes gauchistes veulent refuser l'amour. Le problème, c'est qu'en voulant soi-disant supprimer ces problèmes, le problème c'est que ben, les hommes et les femmes vivront toujours sous tension. Il y a certaines féministes gauchistes qui considèrent que, avant tout acte sexuel, il faudrait avoir un contrat, un peu comme dans une entreprise, une forme de capitalisme du sexe. Et puis à un moment donné, alors ça c'est ce que Julien Rochdy dit, mais il y a peut-être certaines féministes qui pensent ça, que pour être sûr à 100% que les deux personnes soient vraiment consentantes, il pourrait avoir une application où on signe, ou même que la chambre à coucher soit constamment filmée, ou même en fait que voilà, qu'en quelque sorte on perde notre liberté en nous faisant implanter une puce et de perdre encore le peu d'humain qui reste en nous. Et ça va amener alors à un système totalitaire. Il faut absolument, pour solutionner le problème des relations hommes-femmes, avoir surtout l'éducation d'un homme aux idéaux chevaleresques notamment, et, et d'éduquer les femmes avec leur féminité.